es responsable de la especialidad de Psicología Clínica y Psicopatología en la misma universidad. Es miembro titular y didacta de la Sociedad Psicoanalítica de París y del Grupo Lyonés de Psicoanálisis. Tiene el premio Maurice Boubet de Psicoanálisis por Paradojas y Situaciones Límites del Psicoanálisis. Es miembro de las comisiones Psicoanálisis y Universidad e Investigación en Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Entre sus obras traducidas al español destacan Paradojas y Situaciones Límites en Psicoanálisis de Amorortu y es coautor de Lo Negativo de la misma editorial. Además, tiene múltiples artículos que se han publicado en diferentes revistas. Le damos la bienvenida. Bueno, René, finalmente te cedemos la palabra. Te dejamos el micrófono. Voilà, bonjour. Je vous ai fait attendre quelques secondes parce que, comme je parle, j'ai besoin d'un chronomètre pour pas parler pendant des heures. Donc il fallait que je règle le chronomètre de façon à pouvoir à peu près tenir dans les créneaux horaires qu'on a fixés. Alors, comme disait Delia, c'est ma première visite à Mexico. Et pour l'instant, je suis enthousiasmé par tout ce que j'ai vu. On a passé une journée extraordinaire à visiter des lieux, à voir la ville. Ça me fait très plaisir. J'avais rêvé de Mexico. Quand j'étais petit, il y avait une chanson qui était Mexico, Mexico. Et ça me faisait rêver. Et bien maintenant j'y suis et je continue de rêver, mais alors cette fois les yeux grands ouverts, et puis avec vous tous là. Je suis aussi, j'ai beaucoup travaillé avec l'Amérique du Sud, avec l'Amérique centrale moins, et je suis très curieux, intéressé de vous rencontrer, que nous échangions. Bon, je vais développer un certain nombre d'idées. J'espère que pour certains d'entre vous, elles seront un peu nouvelles et qu'elles vous apporteront quelque chose. Je réfléchis beaucoup, comme Delia le soulignait tout à l'heure, en direction de questions pratiques. Donc je sais qu'il y a parmi vous, la plupart d'entre vous, êtes des praticiens. J'espère que je vais proposer des idées qui vont aller à la rencontre de vos questions pratiques. Et qu'à partir de ça, on va pouvoir avoir un échange. Donc, je compte beaucoup sur vos questions, vos interrogations, vos réflexions. J'espère que si j'arrive à enrichir de quelques concepts votre petit bagage personnel, j'espère aussi que vous m'enrichirez par vos interrogations et vos réflexions. Alors, ce que je vais développer n'est pas très facile, parce que bien sûr, si c'est une réflexion qui est très directement centrée sur les questions de la pratique, et d'une pratique clinique élargie, c'est-à-dire je ne pense pas que la psychanalyse soit réservée strictement à des patients ou des patientes névrotiques avec telle et telle caractéristique. Je crois que la psychanalyse peut s'étendre, y compris à l'autisme, y compris à la psychose, y compris à de très très nombreux modes de souffrance. Mais pour qu'elle puisse s'étendre à toutes ces
forme de psychopathologie, je pense qu'il faut en même temps la travailler beaucoup et être novateur, non pas dans une rupture avec la tradition, mais bien dans la suite de la tradition. On pourrait dire quelque chose comme ça, des auteurs sur lesquels je vais m'appuyer. Alors bien sûr, il y a Freud, il y a beaucoup Bion, il y a beaucoup Winnicott. Ces auteurs-là, c'est le plancher. Et notre travail à nous, qui sommes leurs successeurs, c'est de s'appuyer sur ce plancher pour essayer de monter. Et on pourrait dire la chose suivante. Ce qui a été leur plafond à eux, c'est notre plancher à nous. Et nous avons, nous, à créer le plafond des futures générations. Donc c'est bien dans la tradition psychanalytique la plus classique que je me situe, et en même temps en essayant de développer celle-ci, de proposer des modèles, et des modèles qui sont là pour essayer d'aller un petit peu ailleurs. Un petit peu là où ils ne sont pas encore allés, mais d'une certaine manière, là où ils ont jalonné le chemin pour nous permettre d'y aller. Alors, et là je remercie beaucoup les organisateurs mexicains, parce que j'ai droit de parler longtemps. J'ai droit à 5 prises de parole. Alors ça c'est important. Pourquoi ? C'est très important parce que ce que je vais dire, ça ne peut pas tenir dans un tout petit temps. Ça mérite des développements, ça mérite des reprises, ça mérite qu'on puisse s'attarder sur tel ou tel point particulièrement difficile, et on n'aura pas trop de tout le temps qui a été proposé pour essayer de développer tout ça. Je me suis souvent aperçu que lorsque les choses étaient avancées sans être suffisamment expliquées, elles étaient là, elles produisaient des malentendus, elles produisaient des problèmes là où il n'y avait pas de problème parce que les explications n'avaient pas eu le temps, en quelque sorte, d'être fournies. Là, j'ai le temps de vous fournir beaucoup d'explications sur mon point de vue. Alors, je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser des questions qui vous paraissent être des questions, mais un certain nombre de vos questions, je vous répondrai en disant « Ah, c'est une question très intéressante, mais attendez demain, ou attendez ce soir, parce que ça viendra avec les développements. Et je ne peux pas tout dire en une seule fois, donc je vais y aller pas à pas. » Alors, donc, j'ai parlé des grands auteurs historiques, on va dire, avec des gens comme Freud, des gens comme Winnicott, des gens comme Bion. Effectivement, c'est tous des gens qui sont décédés depuis maintenant au moins 40 ans. Il y a quelques personnages un peu moins, toujours décédés aussi, mais un peu moins anciens, sur lesquels je m'appuie aussi beaucoup. Je suis français, ils appartiennent à la psychanalyse française. Il y en a 2 principalement qui m'ont accompagné dans toute ma réflexion. J'ai beaucoup travaillé avec André Green, et j'ai eu la chance de faire mon analyse personnelle, puis de beaucoup travailler aussi avec Didier Anzieux. Et ces 2 auteurs sont là, ils sont sous-jacents à toute ma démarche. Je pense que ma démarche leur doit beaucoup, mais je ne peux pas sans arrêt dire « et comme Anzieux, et comme… je ferai pour Freud, je ferai un peu pour Bion et pour Winnicott. Mais sachez que Green et Anzieux sont là, ils sont là parmi nous, ils seront là parmi ce que je vais vous dire. Voilà, alors, donc, les 5 parties que je vais vous proposer sont articulées entre elles. C'est-à-dire que j'ai essayé de penser un raisonnement qui se déroule sur 5 temps. On terminera par les questions de psychopathologie, si on a le temps, et je pense qu'on l'aura, j'espère qu'on l'aura. Mais avant d'en arriver là, ce que j'aimerais, c'est vous expliquer d'abord pourquoi j'ai choisi ce thème de la symbolisation, et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il est pertinent, en quelque sorte, pour les praticiens que vous êtes, que je suis,
que nous sommes dans l'exploration de nos difficultés cliniques. Ce n'est pas un terme qui est alors il commence à être un peu plus utilisé maintenant, symbolisation, mais ce n'est pas un terme qui est tellement utilisé pour qu'on puisse se passer de prendre un temps pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Je vais essayer d'analyser, et c'est ça le modèle particulier que je vous propose, d'analyser ce qu'on pourrait appeler le processus de déroulement d'un contenu, d'une expérience au sein de l'appareil psychique. Donc on va partir de l'enregistrement de cette expérience et on va essayer de voir tous les problèmes qui sont posés jusqu'à ce qu'elle soit, alors le thème est important, intégrée à l'intérieur de la subjectivité. Puis on verra au passage aussi qu'est-ce qui fait que parfois ça ne s'intègre pas. C'est pour ça que vous voyez, c'est quelque chose qui est intéressant dans la pratique, parce que ça permet de suivre le processus psychique de nos patients en essayant de voir étape par étape, en quelque sorte, où est-ce qu'ils ont réussi quelque chose, où est-ce qu'ils achoppent, quand est-ce qu'il y a eu des échecs dans ce processus-là. C'est pour ça que j'ai choisi la symbolisation,